Jean-Paul, peux-tu t'approcher? Alors rassurez-vous, c'est la dernière fois de la journée que vous me voyez. Et je suis heureux d'accueillir notre dernière tronche. Alors ce terme de tronche paraît un peu trivial, mais je crois qu'il est quand même très flatteur. Moi, on ne m'a jamais dit que j'étais une tronche et on ne me le dira jamais. Et si on me le disait, je serais ravi. Alors là, je vais dire tu. Ce matin, j'ai dit vous, mais là, je dis tu parce que Jean-Paul Hatton est rotarien et il est paste gouverneur du district, je trouve mon papier, 1790 de Nancy, la promotion Mandela 2017-2018, et il est le camarade de promo de Marie-Claude Diomard, notre paste gouverneur. C'est la raison pour laquelle je te dis tu. Alors, je te présente rapidement. Tu es né... oh non, je ne dis pas quand est-ce que tu es né. Peu importe. Tu es un chercheur et universitaire. On a dit français, c'est idiot, hein, avec un tel nom. Spécialiste de l'interface homme-machine et précurseur dans le domaine de la reconnaissance de la parole. Professeur à l'université Henri Poincaré à Nancy depuis 1974, responsable au sein de l'ORIA d'un pôle de recherche en intelligence artificielle. Tu es l'auteur de 250 environ ouvrages et articles et de conférences sur l'intelligence artificielle et tu as été le premier informaticien de l'Institut universitaire de France. Tu as fondé avec Alain Bonnet et Jean-Michel Truong Conitech, la première société européenne spécialisée en intelligence artificielle. Tu as agrégé, il faut quand même le savoir, il faut le dire, de l'université en physique et docteur d'État et sciences, professeur émérite en informatique à l'université de Lorraine. Tu enseignes divers aspects de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Tu as créé au sein du laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications l'équipe reconnaissance des formes et intelligence artificielle comprenant environ 80 chercheurs qui a donné naissance à plusieurs équipes actuelles du laboratoire. Ton domaine de recherche est l'étude des processus perceptifs et cognitifs dans leur aspect théorique et appliqué. Système à base de connaissances, modèles stochastiques, c'est bien compliqué tout ça, et modèles neuromimétiques avec application à la reconnaissance de la parole, l'interprétation de signaux, l'aide à la décision. Rassurez-vous, j'en ai bientôt terminé, mais lorsqu'on a tant de titres, tant de qualités et tant de savoir, il faut bien le dire. Tu es membre, et j'en ai bientôt terminé, rassurez-vous, de l'Institut universitaire de France, où tu as créé la chaire modélisation informatique des processus perceptifs et cognitifs. Tu es membre de l'Académie royale de Belgique et de l'Académie lorraine des sciences, académicien de la première section et vice-président en 2013. Et tu as voulu que je rajoute, tu es responsable de la déontologie, de la recherche, de l'intégrité scientifique de l'Université de Lorraine. Merci, Jean-Paul, c'est avec plaisir que je te passe la parole. Merci pour ce trop long panégyrique. Bonjour, chers amis rotariens. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous. D'une part parce que l'intelligence artificielle est un très beau sujet et je remercie vraiment chaleureusement le gouverneur et son équipe d'avoir choisi ce thème. C'est un très beau thème. Et puis aussi un clin d'œil à Marie-Claude puisque ça me permet de la revoir. Et la promotion Mandela est une très belle promotion. Et votre district est un très beau district. Et moi, je suis jaloux. Je suis jaloux parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup plus... On a des districts à peu près de même taille. Hein. Chez moi, il y a 56 clubs. Il y en aura un peu moins chez vous. Or, vous avez beaucoup plus de clubs Rotaract et plus d'étudiants d'échange. Alors ça ne va pas du tout. Je vais demander à mes équipes, à mes successeurs, ma fille cette année, puisque cette année, nous avons la première gouverneure. Vous avez eu des gouverneurs avant nous également. Je vais lui demander de faire un peu, quand même, d'activer un petit peu la mécanique. Donc, je suis
universitaire, donc je suis désolé, je ne vous parlerai pas d'Asie. Hein. Moi, en sortant de l'école normale supérieure de Saint-Cloud, la même école que Cédric Villadi d'ailleurs, je suis très fier. Donc maintenant, ça s'appelle Lyon. À mon époque, ça s'appelait Saint-Cloud. Donc en sortant de cette école comme jeune agrégé, je suis arrivé à Nancy et j'y suis resté. Donc c'est beaucoup moins beau que de parcourir l'Asie, encore que je parcours régulièrement pour aller voir un peu ce que font nos collègues asiatiques, évidemment. Mais en tout cas, du point de vue poste, je n'ai jamais bougé de Nancy. Et c'est comme ça. C'est la vie, si vous voulez. Je vais vous faire une présentation qui va être universitaire, c'est tout ce que je sais faire. Avant, on avait un petit système. Ah oui, là, voilà, ça j'ai trouvé. Donc, je vais vous faire une présentation universitaire, parce que c'est ce que je sais faire, finalement, et qui va être une introduction complémentaire à ce qui s'est dit ce matin. Alors, il y aura des redites, inévitablement. Mais finalement, les 3 conférences ont été choisies, si je comprends bien, de façon quand même assez indépendante, hein, et ça fait un panorama très vaste et assez complet, donc ça, c'est vraiment très bien. Le plan. Donc, je vais faire une brève introduction à ce qu'est l'intelligence artificielle. Ensuite, j'essaierai de vous montrer un peu comment on va soulever le capot, si vous voulez, regarder qu'est-ce qu'il y a dans un système d'IA, comment ça fonctionne. Et puis, j'ai sélectionné quelques grands thèmes. On pourrait en sélectionner d'autres, on en a vu d'autres ce matin. Et puis, on essaiera de donner quelques projections, quelques perspectives sur l'avenir. Une introduction à l'IA. Si on dit intelligence artificielle, c'est que l'on dit intelligence. Qu'est-ce qu'il y a dans l'intelligence? Tout à l'heure, ce matin, vous disiez que l'inverse de l'intelligence artificielle, c'est connerie naturelle. Moi, on me disait toujours, oui, tu as besoin d'intelligence artificielle, tu as besoin d'une prothèse, parce que je n'est pas assez intelligent naturellement. Donc, ça peut être une prothèse à l'être humain aussi, en quelque sorte. Si l'on fait référence à l'intelligence humaine, eh bien, on suppose des capacités de mémorisation. Un grand linguiste de Saussure disait que de mémorisation. De Saussure disait la mémoire fait partie de l'intelligence, mais la mémoire toute seule n'est pas l'intelligence. Néanmoins, ça en fait partie. Le fait de manipuler des connaissances, de les structurer, de raisonner avec, en fait évidemment partie. Le fait de raisonner, le fait de percevoir son environnement, de prendre une décision, tout ça, ça a déjà été dit ce matin. Et s'il fallait résumer en un seul mot tout cela, le seul mot que je retiendrai, c'est apprentissage. Hein, s'il n'y a pas apprentissage, il n'y a quasiment pas d'intelligence. La naissance, le bulletin de naissance, il est quasiment là, 1950. C'est quelque chose que nous faisons tous, chercheurs, c'est de demander de l'argent. Eh bien, ça, c'est une demande d'argent. Une demande d'argent à qui? À un organisme qui en a donné énormément et qui continue à en donner, qui est la DARPA, c'est-à-dire l'agence de recherche du ministère de la Défense américain. Toutes les avancées de l'informatique, je ne parle pas de l'IA, de l'informatique, viennent de l'ARPA, quasiment toutes. Et là, donc, dans les années 50, des jeunes qui ne doutaient de rien, comme tous les jeunes chercheurs, ont fait une demande en disant « Nous voulons faire de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que nous posons une conjecture. » Les mathématiciens, on aime bien donner des conjectures. Celle-ci n'a jamais été ni validée ni invalidée. La conjecture est que tous les aspects de l'apprentissage et de l'intelligence peuvent être si précisément décrits qu'on peut les simuler sur une machine. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Personne ne peut le dire. On a bien progressé, mais on n'est pas au bout, hein, bien entendu. Donc, cette conjecture reste ouverte. Vous savez, il y a des conjectures qui ont resté ouvertes. Celle de Fermat est restée ouverte 250 ans. Donc là, elle va peut-être rester un peu moins. On ne sait pas. On verra. Et qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? J'ai pas proposé. Malheureusement, John McCarthy, qui est en photo, est décédé il y a quelques années. Moi, j'ai eu l'honneur d'aller dans son laboratoire à l'université de Stanford, en Californie. Et il nous dit que l'intelligence artificielle, c'est 2 choses. C'est d'abord le fait de réaliser des programmes informatiques qui sont intelligents, au sens où je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi, par ailleurs, c'est aussi le fait de mieux comprendre ce qu'est l'intelligence. Autrement dit, les recherches en intelligence artificielle vont nous permettre de mieux comprendre ce que nous sommes, finalement, c'est-à-dire ce qu'est notre intelligence. Et il dit une chose qui était très intéressante, il a dit ça dans les années 50, début 60. Hein. Il ne faut pas... AI, je dis en anglais, c'est encore plus simple. AI doesn't have to confine itself to methods that are biologically observable. Ça veut dire que pour faire un système d'IA, on n'est pas forcément
on n'est pas forcé d'aller voir une grenouille ou un être humain, c'est-à-dire un être biologique. Et on est tout à fait là déjà dans les deux approches de l'intelligence artificielle. Je vais y revenir dans un instant. Alors bien sûr, un certain nombre de grands moments qui ont été déjà évoqués ce matin, et je ne résiste pas au plaisir de les réévoquer. Le G-Check, avec une machine qui n'est pas votre PC portable, hein, une machine absolument extraordinaire, qui a quand même une puissance de calcul qui est faramineuse, mais comme l'a dit Marie-Christine, qui est mon épouse ce matin, ce n'est pas que la force brute qui a gagné. Hein. Il y a de l'intelligence, effectivement, dans un tel système. Watson, une autre réussite, je pense, après, au moins aussi extraordinaire que le jeu d'échecs, c'est un système qui gagne un jeu où il faut répondre à des questions, où précisément il faut en gros trouver la question connaissant la réponse, en langage naturel bien sûr. Et là, IBM, encore une fois, a fait très fort avec ce système Watson qui a complètement ridiculisé ces deux garçons qui étaient Ken et Brad, là, qui avaient déjà gagné beaucoup d'argent à ce jeu, mais Watson s'est montré beaucoup plus fort qu'eux. Et ce système est maintenant utilisé. J'ai pas dû faire ce qu'il fallait là. Hein. Ce système est utilisé. Il y a un problème là, apparemment. Hein. Non. Non, excusez-moi. C'est moi qui ai appuyé sur le mauvais bouton. Mais comme j'ai quand même une capacité d'apprentissage en tant qu'être humain, je vais pouvoir apprendre avant la fin de l'exposé. Vous allez voir. Donc Watson est utilisé maintenant pour des activités telles que la décision médicale, la décision bancaire, les services financiers. Donc là, on est dans un autre domaine, beaucoup plus proche de notre intelligence que le jeu d'échecs, qui est la compréhension du langage naturel. Le Go. Moi, dans mes cours, depuis 20 ans, je dis, vous savez, les gars, bon, les échecs, d'accord, ça va venir, mais n'en faites pas, le Go, ça ne sera pas avant 2040, 2050, parce que la combinatoire est telle que c'est inimaginable pour l'être humain. Eh bien, ça s'est passé bien avant, et Lee Sedol, puis ensuite des garçons encore plus célèbres que lui, ont été battus à plat de couture dans ce jeu. Bon, ça a été dit ce matin, je ne reviens pas, tout ce qui a été dit a été parfaitement dit. Merci, mes chers collègues, pour vos exposés du matin qui étaient remarquables. Un autre domaine où on attend encore moins l'ordinateur, c'est le poker. Eh bien, figurez-vous qu'actuellement, l'université Carnegie Mellon à Pittsburgh, aux États-Unis, a fait un système qui s'appelle Light Brothers. Light Brothers a battu, encore une fois, à plat de couture, des joueurs de poker, alors que dans le poker, il n'y a qu'un côté subjectif, si vous voulez, hein, de bluff. Eh bien, la machine bat des êtres humains à ce jeu. C'est extraordinaire. Bon, ce sont des dollars, il y a beaucoup de dollars, mais ce sont de faux dollars. Hein, il s'agissait de voir si l'être humain pouvait gagner ou pas. Ben là, l'être humain ne peut pas gagner. C'est pas tout le poker, hein, c'est un type particulier de poker. Moi, j'y connais rien, mais c'est qu'un type particulier, quand même, faut bien dire. Autre domaine, la langue naturelle. On en a déjà parlé ce matin. L'être humain, on l'a vu dans Watson également, l'être humain, néanmoins, est encore assez loin de notre capacité que nous avons à gérer l'ambiguïté énorme du langage naturel. Elle est sans cesse. Hein. J'en parlais encore tout à l'heure pendant le repas. Cette ambiguïté est partout. Eh bien, néanmoins, dans ce domaine, les grands, les GAFA, Google, notamment Google et Alibaba, ont participé à une compétition qui est en fait un test de compréhension de la langue naturelle, qui est fondée sur une base de données qui s'appelle Squad, de Stanford, encore une fois. Et vous voyez que dans ce domaine, bon, peu importe les chiffres, hein, mais l'être humain arrive à un sort de 82 et quelques, Alibaba un tout petit peu plus, et Google encore un petit peu plus. Ça veut dire que dans un domaine restreint tel que ce type de compréhension de la langage naturel, l'être humain n'est pas meilleur que la machine. On est encore loin, encore une fois, du test de Turing, comme on l'a dit, mais néanmoins, ça progresse sans arrêt. Il n'y a pas que le test de Turing. Hein. Il y a également un autre challenge qui s'appelle le Vinograd Scheme Challenge, où là encore, la machine est très loin, mais vous verrez qu'un jour, une machine arrivera à passer le test de Turing. Je ne sais pas quand, mais un jour. Autre domaine, le domaine de l'image. Ça a été évoqué ce matin. Là, dans ce domaine, les performances de la machine sont absolument extraordinaires. Il y a une grande
une grande compétition annuelle qui regroupe tous les laboratoires du monde entier, qui est autour de ImageNet, et qui est une compétition, j'ai mis compréhension entre guillemets, je dirais plutôt une compétition de reconnaissance de recherche d'images et d'informations sur une image. Eh bien, dans ce domaine, depuis quasiment cette année ou l'an dernier, la machine, dont vous voyez les performances ici, ça c'est le taux d'erreur. Vous voyez, en 2010, c'était autour de 30% d'erreur. Actuellement, la machine est exactement au niveau de l'être humain. C'est-à-dire que nos systèmes ont la même capacité qu'un être humain à retrouver des informations sur une image. Alors, comment c'est fait? Eh bien, on retombe évidemment sur les big data et sur ce qui a été dit ce matin, c'est-à-dire que pour faire ce genre d'activité, eh bien, les systèmes sont alimentés par d'énormes bases de données. Il y en a une petite partie ici. Pourquoi je l'ai mise ici? Pour vous montrer qu'il y a un grand nombre d'images, des millions d'images, mais surtout, ce sont des images étiquetées. Ça veut dire qu'il y a un travail de main inimaginable, de petites mains inimaginables à faire pour donner l'information qui est nécessaire pour que ces systèmes puissent ensuite détecter s'il y a un chat sur une image ou un chien sur une image. Alors ça me permet de dire que même si ces systèmes sont aussi bons que l'être humain, et c'est ce que prouve le schéma précédent, néanmoins, il y a une grosse différence. Un enfant de 3 ans, vous lui montrez un chat, vous lui montrez 2 chats, il sait ce que c'est qu'un chat. Ce système-là, ils en font des millions. Donc, on n'est pas du tout dans la même catégorie. Et ça, il faut bien en être conscient. Ces systèmes de big data et de réseaux neuronaux profonds ont des capacités extraordinaires, mais ce ne sont que des systèmes qui sont capables de faire ce genre de choses, et ce ne sont pas des systèmes qui ont l'intelligence de compréhension de l'être humain. Soyons clairs sur le sujet. Deuxième domaine où il y a également une activité considérable, parce que les chercheurs sont toujours un petit peu des joueurs, on aime bien les jeux, et dans le domaine des jeux vidéo, notre ami Elon Musk, tout le monde le connaît évidemment, peut-être que vous avez une Tesla, vous avez la chance d'avoir une voiture Tesla, je ne sais pas, ce sont des belles voitures, mais Musk utilise également de l'argent à faire des choses pour la recherche. Il y a de gros laboratoires. Notamment, il a financé dans un système OpenAI, on a parlé un peu d'OpenAI ce matin, une équipe de joueurs dans un jeu vidéo que je ne connais absolument pas, donc ne me posez surtout pas de questions sur lui. Peut-être que mes collègues de ce matin pourront en dire quelque chose, qui s'appelle Dota 2, qui est un jeu extrêmement complexe. Eh bien, dans ce jeu-là, la machine arrive à faire des choses extraordinaires également. D'autres réalisations, j'en passe, il y en a tellement, il y en a énormément dans le domaine des jeux, je l'ai dit, du diagnostic médical, de l'aide à la décision, ça c'est très important, de la reconnaissance de la parole, j'en dirai un mot tout à l'heure, la langue écrite, la lecture optique de caractère, maintenant c'est une banalité. Moi hier soir, on arrivait, il faisait pas bon pour arriver à Valence, il bruinait, eh bien on a vu s'afficher en gros le véhicule qui a tel numéro va trop vite. De nuit, par un temps brouillard, vous lisez la plaque minéralogique d'une voiture qui est en train de rouler à 150 à l'heure. C'était inimaginable. Moi, ça fait 40 ans que je travaille dans le domaine. C'était inimaginable il y a 10 ans. C'est fait. Voiture sans chauffeur, je vais dire un mot. Alors, ça a été... Comment tu t'appelles? Olivier, je crois. Olivier, il a dit ce matin, une des choses importantes, c'est la technologie. S'il n'y avait pas l'évolution technologique, nous n'en serions pas là. Il faut bien être conscient de ça également. Si on avait les ordinateurs que j'avais quand j'ai soutenu ma thèse d'État en 1974, eh bien, je ne parlerais pas d'intelligence artificielle aujourd'hui, ça je peux vous l'assurer. Eh bien, cette évolution technologique, qui est bien résumée ici, dans les années 70, on mettait à peu près un millier de transistors sur une puce, et le transistor coûtait à peu près $1. En 2017, on en est à mettre plus de 10 milliards de transistors sur une puce, et le transistor ne coûte plus rien. Ça, c'est la loi de Moore, comme vous le savez, qui dit que tous les 18 mois, la capacité est multipliée par 1,5 à peu près. Cette loi est à peu près terminée. On sait que c'est fini, mais l'être humain est construit de telle façon qu'on trouvera autre chose. Je peux vous dire que, de toute façon, dans 10 ans, nos machines d'aujourd'hui, nos téléphones d'aujourd'hui, qu'on trouve tellement extraordinaires, et nos ordinateurs d'aujourd'hui nous paraîtront ridicules.
Parce que l'évolution technologique fera que. Donc ça veut dire que dans 10 ans, nous aurons des machines encore plus puissantes, dans lesquelles nous pourrons mettre des algorithmes plus puissants, donc qui feront encore des choses plus étonnantes qu'aujourd'hui. Alors, comment ça marche? Comment fait-on un système d'IA? Eh bien, un philosophe américain qui s'appelle Herbert Dreyfus, qui est un grand pourfendeur de l'intelligence artificielle, a trouvé une bonne façon de le dire. Il a dit que, finalement, pour faire un système d'IA, il y a 2 façons de faire. Je reviendrai dans un instant. Auparavant, je veux dire quand même un mot d'un des précurseurs extraordinaires de ce domaine, un grand savant du XXe siècle, anglais, qui s'appelle Alan Turing, grand mathématicien. C'est une des personnes qui ont contribué à faire gagner la guerre de 39-45 par les Alliés, mais c'est également un esprit supérieur pour l'informatique. Et ce garçon a posé une question extraordinaire pour l'époque, qui est en 1950. Vous voyez un peu ce qu'était un ordinateur à l'époque. La question est « Can a computer think ?» Est-ce qu'un ordinateur peut penser? Eh bien, si ce n'est pas ça, un grand esprit, si vous voulez, que voulez-vous? Il faut vraiment être dans ce cadre-là. Donc, c'est de là que vient le test de Turing qui va savoir si un ordinateur pense. Pour l'instant, aucun ordinateur ne passe au période de Turing, donc on peut dire qu'aucun ordinateur ne pense. Mais en revanche, des ordinateurs peuvent avoir quand même des lueurs d'intelligence, comme on l'a vu dans un certain nombre de domaines déjà. Alors donc, j'en reviens aux approches possibles, comme précisé par le philosophe américain Dreyfus. La première façon de faire, c'est « to make a mind ». « To make », c'est-à-dire prendre affaire à souder, mettre des choses ensemble, faire un ordinateur, finalement, qui va pouvoir penser. Alors, c'est toute l'IA symbolique des années 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, parce que c'est toujours le cas. Même si on parle de big data et de réseaux neuronaux, fort heureusement, dans mon laboratoire, on est toujours au moins une centaine à travailler sur ces sujets. Et donc, de cette IA symbolique sont sortis les systèmes à base de connaissances. Mais ce n'est pas la seule façon de faire un système d'IA. Alors, il y a une autre façon qui est modeling the brain. Et c'est là qu'on est dans les réseaux neuronaux et les réseaux profonds. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'autres chercheurs, notamment Rosenblatt, qui est le père du système neuronal que l'on utilise actuellement, le perceptron. Et cette intelligence artificielle est appelée quelquefois intelligence connexionniste. Pourquoi connexionniste? Bien parce que l'intelligence provient de l'interconnexion d'un grand nombre. Maintenant, on en est à des millions, voire des centaines de millions, de petits processeurs tout simples qui sont une modélisation extrêmement rustique et que les biologistes considèrent comme ridicule du neurone. Mais c'est ce qui marche actuellement et ça donne donc ce qu'on appelle les réseaux neuronaux ou réseaux neuromimétiques. Et puis, quand même, bon, ça fait, si vous voulez, les deux grandes voies qui se sont ignorées pendant des dizaines d'années, qui s'ignorent d'ailleurs encore maintenant plus ou moins. Et puis, il y a une troisième voie quand même très importante, elle a déjà été signalée ce matin, et moi je considère qu'elle apporte aussi beaucoup de choses, c'est la voie statistique. Dans les systèmes de type poker ou autre, dans la reconnaissance de la parole, le traitement d'image, vous avez non seulement de l'intelligence au sens que je viens d'indiquer dans ces deux cas-là, mais vous avez aussi des réseaux bayésiens, des modèles de Markov cachés, des méthodes de Monte-Carlo, qui sont des méthodes purement probabilistes et qui marchent très bien. Charlie, tu parlais de modèles stochastiques tout à l'heure. Eh bien voilà, les modèles stochastiques sont là, vous voyez. Alors, disons quelques mots sur ces modèles, si vous m'en laissez le temps. Les modèles symboliques, donc. Alors là, on est vraiment dans... Oui, pardon. Un aspect commun, fondamental, je le redis, parce que c'est ça qui est très important, c'est l'apprentissage. Pourquoi est-ce que ces machines sont intéressantes? Parce qu'elles sont capables d'apprendre, comme tous les systèmes intelligents. Alors on parle quelquefois d'IA faible ou d'IA forte, on voit ça dans les médias. Qu'est-ce que ça veut dire? L'IA faible, c'est l'IA actuelle. C'est-à-dire des systèmes qui ont des capacités de type humain ou surhumain, dans le Go par exemple, mais dans des domaines extrêmement restreints. Aucun système n'a une intelligence comparable à celle d'un animal supérieur dans tous les domaines. S'il y en avait, et s'il y en a un jour, on parlera alors d'IA forte. Mais c'est une IA qui n'existe pas, sur laquelle les gens travaillent dans les laboratoires, mais qui n'existe pas en réalité pour l'instant. Alors, les modèles symboliques. Donc, l'idée, c'est
d'utiliser des connaissances comme nous le faisons nous, et puis d'avoir une mécanique qui utilise ces connaissances pour découvrir de nouvelles connaissances, pour découvrir un diagnostic. Qu'est-ce que c'est que découvrir des connaissances à partir des connaissances qu'on a? C'est raisonner. Donc on a ce qu'on appelle des moteurs de raisonnement, des moteurs d'inférence qui vont parvenir vers le résultat que l'on cherche. Alors c'est quelque chose qui est extrêmement actif, hein, il faut bien voir, hein, il y a des milliers de personnes dans le monde qui travaillent là-dessus, sur la représentation des connaissances, les règles, les objets, les ontologies, sur les moteurs de recherche, le web sémantique, c'était de ce domaine-là également. Hein. Les systèmes multi-agents, Watson, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un système de questions-réponses qui utilise en partie ces méthodes-là. L'idée est toute simple, hein. Comme je le disais, vous avez un grand nombre de connaissances, un moteur, une mécanique qui va manipuler ces connaissances pour arriver à un diagnostic ou à une réponse. Et ce sont des choses qui existent dans beaucoup de domaines, dans le domaine financier. Le premier système, c'est un système de reconnaissance de diagnostic médical, bon, qui a été fait à l'université de Stanford à nouveau. Mais vous trouvez aussi des systèmes de ce type dans le domaine médical, dans le domaine industriel. Et Marie-Christine, mon épouse, a parlé ce matin d'un système dans le domaine d'un système d'aide à la décision dans le domaine du cancer du CAVOM, donc d'aide à la thérapie de ce cancer. C'est quelque chose qui est assez courant. J'en donne là 2 exemples complémentaires. Le premier, parce que c'est un des premiers projets auxquels j'ai participé, qui est le projet SACHEM, qui est un projet d'automatisation par un système expert des hauts fourneaux de l'industrie l'acierie française à l'époque, qui s'appelait Solac, maintenant malheureusement ça a été vendu aux Indiens, mais à l'époque nous avons réalisé ce système qui, si vous regardez ce petit système qui est là, ça c'est un haut fourneau qui fait 15 mètres de haut, et ce haut fourneau est régulé par un système de raisonnement qui utilise énormément de connaissances et qui donne des conseils aux hauts fournistes. Le haut fourniste n'est pas obligé de les suivre, mais le système est capable de lui dire « Attention, il faut faire telle et telle action sur ton haut fourneau pour telle et telle raison ». Un autre exemple que j'ai pris dans mon laboratoire également, c'est un système qui permet de surveiller des insuffisants rénaux à domicile. Donc la personne reste chez elle et elle a chaque jour un certain nombre de mesures à faire sur elle-même, de poids, des choses comme ça. Les informations sont envoyées à un système expert qui va ou non prendre la décision d'alerter le médecin qui est à l'hôpital. Le médecin va donc contacter le malade si nécessaire, alors que d'habitude, la façon dont ça se pose, c'est que tous les 2 jours, tous les 3 jours, selon la gravité, le médecin doit aller à l'hôpital, alors que là, il peut très bien rester une semaine sans bouger si le système expert lui dit que tout va bien pour lui. Deuxième domaine, donc deuxième façon de construire un système système d'intelligence artificielle, ce sont les méthodes neuronales. Donc ça a été déjà beaucoup évoqué ce matin, donc je vais pouvoir aller vite. Donc l'idée est que dans notre cerveau, nous avons quelques milliards de systèmes tels que celui-ci, ce neurone-là, qui possède un nombre d'entrées considérable, ça peut être jusqu'à du dizaine de milliers, et ce neurone peut être lui-même connecté à un grand nombre d'autres neurones, tout ça dans son cerveau. Et le fonctionnement à l'intérieur du neurone a été modélisé de façon très simplifiée en 1943. Il n'a pas bougé depuis, et les réseaux neuronaux modernes d'aujourd'hui ont toujours exactement le même fonctionnement, qui est très simple. Le fonctionnement consiste à dire, je regarde toutes les entrées, il y en a qui sont actives, d'autres qui ne sont pas actives, je fais la somme pondérée de ces entrées, parce que chaque entrée a un poids, qui est mémorisé dans notre cerveau, hein. Je fais la somme pondérée, les sigma de WI, c'est le poids XI, c'est l'entrée. Si cette somme vaut une certaine valeur, je m'excite moi-même, je me mets en mode excité, sinon je reste au repos. C'est comme ça que fonctionnent les réseaux neuronaux actuels. Il y a un biologiste dans la chaîne des véhicules, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas du tout ça. Le neurone est beaucoup plus compliqué. Mais ça, c'est une simplification qui a un gros avantage, c'est qu'elle marche. C'est tout ce qu'on demande. En tant qu'ingénieur, c'est tout ce qu'on demande, finalement.
Donc à partir de ce neurone, eh bien, si vous en mettez un grand nombre ensemble, vous obtenez ce qu'on appelle un réseau neuronal, un réseau neuromimétique. Et un type de réseau neuromimétique bien connu, c'est le perceptron. Donc il possède plusieurs couches de neurones. Chaque ellipse est un neurone. Vous avez une couche d'entrée dans laquelle vous mettez les stimuli. Par exemple, si vous voulez mettre un réseau neuronal derrière l'œil, chacun de ces neurones d'entrée va recevoir une information venant d'un morceau de la rétine. Ensuite, vous avez des couches cachées. Pourquoi cachées? Parce qu'on ne les voit ni de l'extérieur, ni de l'entrée, ni de la sortie, pardon. Et puis une couche de sortie qui va vous donner la réponse. Par exemple, si vous voulez faire un système qui reconnaît les caractères de l'alphabet, eh bien, vous aurez en sortie autant de neurones de sortie que de lettres à reconnaître, selon les vocabulaires. Et chacun de ces neurones possède une entrée, comme on le voit, et chaque entrée est pondérée, c'est-à-dire qu'il y a un poids sur chaque entrée. À quoi servent ces poids? Eh bien, à apprendre la réalité, justement. Tout l'apprentissage est là. Autrement dit, comment est-ce qu'on fait apprendre un tel réseau? Eh bien, on lui présente les bonnes choses en entrée, et puis on lui dit, pour chaque entrée, pour telle entrée, il faut que tu me donnes telle réponse. Et s'il n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va modifier tous les poids de façon à ce que le système réponde bien. Vous allez dire, mais c'est fou comme truc. Ça ne va pas converger. Eh bien si, on a des théorèmes qui prouvent que ça converge. C'est-à-dire que si vous présentez en entrée suffisamment de formes bien choisies, de la catégorie que vous changez, si c'est des chats, il faut montrer des chats, si c'est des caractères, il faut montrer des caractères. Et si on en montre suffisamment, eh bien, on va pouvoir modifier tous ces poids. Je vous passe la façon dont ça se passe. Croyez-moi, le théorème marche bien. On va arriver à une configuration totale de points qui fonctionne. Alors actuellement, dans un réseau de ce type, il y a des milliards de poids. Hein. Attention, vous voyez dans quelle catégorie on est. Hein. Vous voyez les calculs que ça peut donner. Là, pour l'instant, je vous ai fait un réseau à 2 couches cachées. C'est ce qu'on savait faire. Voilà, la première publication que j'ai faite sur le sujet, j'en suis très fier. La première publication que j'ai faite sur le sujet, c'était en 1969. Donc, vous voyez, c'était pas très grand, hein, mais je faisais déjà du perceptron quand même. Alors, donc, jusqu'à il y a 10 ans, on savait faire des réseaux de ce type avec 2, 3 couches cachées, et ça faisait des choses déjà très intéressantes. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on en est à faire des réseaux profonds. Vous avez vu DNN quelque part, sûrement dans vos hebdomadaires ou même dans les quotidiens bientôt. Et ces réseaux profonds, qu'est-ce que c'est? C'est exactement le réseau qui est là. Pardon, excusez-moi. Je ne sais pas comment on regarde en arrière aussi, là je vais t'embêter. Voilà. Donc ce réseau ici n'est pas un réseau profond. Il devient profond si, au lieu de ces 2 couches cachées, j'en mets 3, 4, 5, 10, 100, 1000. D'accord? Si j'en mets 1000, ça veut dire que j'ai des millions de connexions. J'ai millions de connexions, j'ai des millions de poids à apprendre. Donc l'apprentissage va durer quelques jours ou quelques semaines. Mais ce n'est pas embêtant, parce qu'une fois que l'apprentissage est fait, eh bien la reconnaissance, le fonctionnement, lui, est très rapide. Voilà ce qu'était un réseau neuronal dans les années 1962. Ça se passe aux États-Unis. C'est le même principe, hein. Des neurones reliés entre eux. Et comment on reliait entre eux des choses à l'époque? Par des fils, hein, évidemment. Donc il y avait des fils électriques qui reliaient les différents neurones entre eux. Et puis on apprenait. Alors avec chaque fil, il y avait une résistance. On soudait une résistance. Hein. Et puis, une fois qu'on avait soudé toutes les résistances, les bonnes résistances, on avait un système qui reconnaissait peut-être les caractères de l'alphabet, mais c'est même pas sûr. Hein. Vous voyez comment ça a évolué en si peu de temps. Hein. C'est fou. Voilà donc un réseau profond. C'est un réseau dans lequel vous avez ici plein de couches cachées, autant qu'il le faut. Ces réseaux neuronaux ne sont rien que des approximateurs universels. C'est rien du tout. Ce sont des systèmes qui sont capables d'apprendre des fonctions. Plus vous mettez de couches cachées, plus ils sont capables d'apprendre des fonctions compliquées. C'est tout. Hein. Mais simplement, encore une fois, mon théorème marche toujours, c'est-à-dire que je sais que ça va converger vers une configuration de fois qui marche.
Je suis un ami de Yann Lequin, qui a fait une de ses premières publications à Nancy, hein, donc un des pères de ces réseaux, et il en est lui-même étonné que ça marche encore. Donc, ça a été dit ce matin, mais je suis content que tu l'aies dit, mais je préfère le redire. On est actuellement dans un phénomène extraordinaire. C'est une conjonction de 3 phénomènes. Il n'y a aucune raison que ça arrive en même temps. Ça s'est bien produit, heureusement. Le premier phénomène, c'est l'algorithmique, parce qu'il y a de l'algorithmique derrière, ne croyez pas. Hein. Enfin, vous le sentez bien, bien sûr. Et ça évolue de jour en jour, je dirais. Hein. C'est-à-dire qu'on va vers des neurones qui ont de plus en plus un petit côté biologique. Ça vient. Hein. Deuxièmement, l'évolution technologique. Sans elle, c'est même pas la peine d'y penser. Hein. Donc penser qu'on est passé de quelques transistors sur une puce à quelques milliards. On va arrêter à une dizaine de milliards, je pense. Mais c'est pas grave. L'être humain va trouver une nouvelle technologie. Ça, j'en suis absolument convaincu. Et puis, les masses de données disponibles qui sont nécessaires. Hein. Si vous avez 1 million de poids à apprendre, eh bien, il faudra sûrement au moins 10 millions d'exemples, évidemment. Hein. Donc il faut du big data pour faire l'apprentissage. À quoi ça sert ces réseaux neuronaux profonds? À de tout, vraiment de tout. À partir du moment où vous avez des bonnes données en entrée, eh bien vous pouvez faire apprendre à peu près n'importe quoi, puisqu'on est capable d'apprendre des fonctions très complexes. Mais encore une fois, sachez bien que ce n'est pas la façon dont un enfant apprend à reconnaître des chats. Hein. Heureusement, il ne faut pas qu'il envoie 1 milliard, sinon ça m'avertit, et il aurait du mal à apprendre à lire. Donc c'est autre chose, hein. C'est une autre intelligence. Alors, troisième modèle, je passe rapidement, mais c'est important de dire quand même, il existe dans les outils mathématiques des outils que, en général, les étudiants n'aiment pas, qui sont les outils statistiques. Merci. Les outils statistiques. Pourtant, pourquoi est-ce qu'ils n'aiment pas? Parce que les probastats, c'est pas. Je suis sûr qu'il y en a qui ont des mauvais souvenirs des cours de probastats ici. C'est dommage parce que c'est vraiment un outil formidablement puissant. Et pourquoi est-ce qu'il est intéressant? Parce que c'est un outil qui permet de modéliser la variabilité du monde. Hein, et c'est vraiment ça qui est important. Et conjugué à l'évolution technologique, ça fait des choses intéressantes. Regardez ici, en 1974. Ce jeune homme est en train de préparer sa thèse d'État. Il a une énorme machine qui lui permet de reconnaître 20 mots. C'est moi. Hein. Mon thèse d'État me permettait de reconnaître 20 mots. J'en étais très fier. Hein. Il y avait Marseille et Marseillan. Ce sont des mots presque quand même. Hein. J'arrivais à les reconnaître. Et maintenant, pas maintenant, même pas. Non. Disons il y a 10 ans, sur un téléphone, vous aviez largement l'ensemble de la mécanique qui est là. Hein. Cet ordinateur, le magnétophone, le téléscripteur et puis l'ordinateur derrière. Bon, donc les outils mathématiques, statistiques sont indispensables à l'évolution de l'intelligence artificielle. On n'en parle pas trop, hein, mais c'est pourtant ils sont toujours plus ou moins sous-jacents dans ce qui existe. Quelques grands thèmes. Bien sûr, big data et fouilles de données. La quantité de données qui sont frauduites, ça a été dit beaucoup mieux que moi par les intervenants ce matin, et je les remercie. Et tu l'as dit très justement, la plupart de ces données ne sont pas structurées. Pas toutes, hein, mais encore une bonne partie. Donc elles ne sont pas faciles à utiliser directement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? L'être humain n'est pas capable de traiter ces données. Donc il faut que nous ayons des machines qui nous aident à les traiter. Moi, dans mon laboratoire, j'ai créé une équipe qui s'appelle, comment? Orpailleur. Ça veut tout dire. Hein. Pourquoi ça s'appelle Orpailleur? Eh bien, c'est une équipe qui va trouver des pépites de connaissances dans des montagnes de données dont la plupart n'ont aucun intérêt. Mais il y a des pépites intéressantes qu'il faut aller chercher par des méthodes d'intelligence artificielle, de statistiques, etc. Mais même avec ces systèmes, ça a été dit ce matin, je remercie ceux qui l'ont dit et je le répète, la décision finale reste aux spécialistes et pas à la machine. Bon, je passe là-dessus, je pense que c'est assez important. Alors, quelques mots quand même sur les aspects de robotique. Hein. Alors, je ne veux pas parler des robots industriels, même s'ils sont importants. Pour l'instant, vous allez me dire, les robots industriels, ça sert surtout à détruire des emplois. Des emplois, moi, je n'aurais pas voulu être peintre de R4. Hein. C'est quand même pas un très beau métier. Donc, ça tue des emplois, mais ça en crée aussi des nouveaux, et des emplois sûrement plus intéressants. Non, ce n'est pas ces robots dont je vais vous parler. Je vais vous parler des robots plus ou moins humanoïdes, comme le robot de Honda, qui est déjà assez ancien, hein,
ou le robot d'Aldébaran. Aldébaran, c'est une petite société parisienne qui vient d'être achetée par des Japonais d'ailleurs, mais qui est un des bons du domaine, hein, ou d'autres domaines. Kirobot. Pourquoi Kirobot? Bien, c'est un robot qui a été envoyé sur la station spatiale internationale pour tenir compagnie aux astronautes japonais. Ils sont revenus tous les deux sur Terre et ils étaient tous les deux très contents d'avoir pu interagir, en japonais bien sûr, grâce à l'intelligence artificielle. Pepper, c'est encore un robot d'Aldébaran. Le président Obama a échangé quelques ballons de foot avec ce petit robot, là aussi. Et il y a des chercheurs un peu allumés qui pensent qu'avant la fin de ce siècle, une équipe sera champion du monde de football. L'équipe de robots, pardon. Sera champion du monde de foot. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne vois pas bien l'intérêt, mais en tout cas, il y a des gens qui réfléchissent à des choses comme ça. Oui. Bon, ben, peut-être que les robots respecteront les règles du jeu, il n'y aura plus besoin d'arbitre, je ne sais pas. Un domaine important de ces domaines, de ces robots, c'est l'assistance à la vie autonome, hein, des robots assistants, des robots comme ça qui peuvent venir secourir une personne qui est tombée. À Nancy, nous avons un appartement intelligent où les sols sont capables de détecter qu'une personne est tombée ou qu'une personne a un comportement anormal, et on peut comme ça alerter des services compétents. Mais, et je le redis ici, des aspects éthiques non négligeables. D'abord, le respect de la dignité de la personne, le droit à l'intranquillité, de pouvoir arrêter ses engins quand vous voulez, et puis la protection de l'anonymat et de la vie privée. Là, on est sans cesse confronté à ce genre de problème lorsqu'on travaille dans ces domaines. Des robots compagnons qui aident à monter un escalier, qui aident à préparer le café, tout ça, c'est des choses qui existent déjà. Hein. La robotique militaire nécessiterait des heures de conférences. Je voudrais vous dire que ces robots peuvent être dangereux. Les chercheurs en sont conscients. Je redirai un mot à la fin, en conclusion. Ce n'est pas qu'aux chercheurs à être conscients du problème, mais le robot létal capable de donner la mort existe. Et malheureusement, ça a été dit par Trump ce matin, il faut vraiment que ce soit nous qui décidions, nous, les politiques, qui décidions si nous voulons que ces systèmes soient pour le bien ou pour le mal, qu'ils soient blancs ou qu'ils soient noirs. Un mot sur la Google Car. Je dis Google Car. Maintenant, ils sont très nombreux à travailler, même PSA ou Renault travaillent sur là-dessus, mais Google ont été parmi les premiers, c'est-à-dire la voiture sans chauffeur. Vous la voyez ici, hein, sur une autoroute californienne. Cette voiture possède un certain nombre de capteurs. Alors là, je n'ai pas pu résister. La dernière fois qu'on était allé en Californie, j'ai demandé à Marie-Christine de me prendre au volant d'une Google Car. Évidemment, c'est trop beau. Là, elle n'était pas sur la route, c'est dommage. Mais donc, vous en voyez, quand vous promenez dans les rues de Pasadena ou de Stanford, vous voyez des voitures de ce type dans la rue, hein, sans chauffeur. Elles voient quelque chose comme ça. Comment font-elles pour fonctionner? J'en dis un mot parce que c'est quand même intéressant de voir. Elles ont 3 types de composantes. La première, ce sont les cartes. Et tu l'as très bien dit ce matin, Olivier, hein, les cartes multidimensionnelles là, sont extrêmement précises et donnent une quantité d'informations considérable. Ce n'est pas suffisant pour conduire, évidemment. Il en faut plus que ça. Il faut des capteurs. Et en particulier, un capteur fondamental, c'est le LIDAR, hein, dont le prix est en train de baisser régulièrement. Et ces capteurs donnent ce que l'on voit ici, c'est-à-dire une vue du monde qui est assez précise et suffisante finalement pour prendre des décisions. Et puis, troisième composante indispensable, c'est l'intelligence artificielle. Hein. L'IA est complètement partie prenante d'un tel système. En gros, vous avez un système d'agents, hein, dont le but, à qui on a assigné le but d'amener de façon sûre et légale, c'est-à-dire en respectant les codes de la route, une personne à un certain endroit. Donc il y a tout un ensemble de décisions à prendre. Vous ne saviez peut-être pas, mais quand vous conduisez votre voiture, vous prenez des décisions intelligentes finalement. Hein. Et toutes ces décisions-là nécessitent un apprentissage considérable que les systèmes actuels sont en train de prendre. Je pense qu'avant 10 ans, nous aurons tous une voiture automatique. Il y a des obstacles techniques, mais également légaux, psychologiques à lever. C'est loin d'être fait. Hein. Alors, il n'y a pas que les voitures. Hein. Il y a des camions,
il y a des tracteurs, ça c'est banal maintenant, il existe, hein. Il y a des RER, des bateaux, des mines dans lesquelles les camions fonctionnent comme ça de façon régulière, des bateaux, des rowboats à Amsterdam, et puis des bus. Dans toutes les villes, quasiment, il y a des expérimentations de bus sans chauffeur qui préfigurent l'avenir. Quelques mots d'éthique. Hein. Tout cela nous amène à l'éthique de l'informatique. Moi, j'avais eu le plaisir de fonctionner avec un groupe de travail français. Nous avons rédigé un rapport sur l'infoéthique que vous pouvez trouver à cette adresse. Mais l'intelligence artificielle pose de nouveaux problèmes éthiques extrêmement intéressants qu'il faut traiter, hein, sur les aspects de nuisance. On revient aux lois d'Asimov sur les robots. Hein. Un robot n'a pas le droit de tuer un être humain, mais encore faut-il qu'il soit capable de voir qu'il a en face de lui un être humain et pas une machine. Le statut moral des machines, à partir du moment où vous allez avoir des machines qui auront de plus en plus de responsabilités, il faut absolument que l'on réfléchisse très fort au statut moral. Les propriétés liées au fait que le rôle social nécessite qu'il y ait une transparence à l'instruction, et ça a été dit et ça a été redit ce matin également, et que l'on puisse retracer la raison pour laquelle on arrive à un certain résultat. Et le problème des réseaux neuronaux, c'est qu'on ne sait pas. 0 minute. 5 minutes? Oh là là, c'est magnifique. La plupart des réseaux neuronaux, avec les réseaux neuronaux, c'est qu'on ne sait pas pourquoi ils prennent une bonne décision. En général, la décision est bonne. Mais ces réseaux sont incapables d'expliquer pourquoi. C'est une grosse différence avec les systèmes à base de connaissances d'il y a 15 ans. Hein, le système qui disait au fournisseur, attention, ton haut fourneau est en train de se refroidir, tu devrais remettre du coq. Si le haut fourneau disait pourquoi, le système lui disait, j'ai regardé tel et tel capteur, le haut fourneau se refroidit sur tes parois parce qu'il fait froid ce jour-là, eh bien, tu as intérêt à réchauffer. Un réseau neuronal ne sait pas faire ça pour l'instant. Mais il faut savoir que ça viendra sans doute un jour. Si on arrive un jour à cette fameuse singularité, vous en avez entendu parler, le moment où l'être humain va être dépassé au point de vue intelligence par une machine, peut-être que ça arrivera. Moi, ça ne me dérange pas particulièrement, mais en tout cas, il faudra que ces systèmes ont des comportements que j'appelle suréthiques, évidemment, parce que sinon, là, tout est possible. Hein. Et enfin, la conscience. Pour l'instant, on dit des choses, on entend des choses un peu bizarres là-dessus. Il n'y a aucun système d'IA qui possède une conscience. Il y a des systèmes d'IA qui sont capables de détecter votre état de conscience, votre état d'émotion, avec la parole, avec vos gestes, avec des tas de choses. Ça marche relativement bien. Et ça intéresse beaucoup de monde, bien sûr. Il y a des systèmes d'IA qui sont capables de simuler des émotions. Donc, de donner l'impression qu'ils ont une certaine conscience, qu'ils sont dans un certain état. Mais c'est pas vrai. Donc, il y a des travaux sur le sujet. Hein, il y en a pas mal. Hein, il y a des projets complets sur le sujet. Et puis, vous avez aussi... ça a été réduit ce matin par Tran. Hein, elle a rappelé très justement le TEI de Microsoft qui a fini par dire des insanités. C'est pas parce qu'il est stupide, c'est parce que les gens qui ont interagi avec lui sont des stupides. Moi, je le dis haut et fort. Hein. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que, pour moi, l'intelligence artificielle, ça fait partie de ce que j'appelle les sciences numériques, les sciences du numérique, dont l'informatique. Et maintenant, l'IA est vraiment partie prenante totalement. C'est une façon bien plus efficace de mettre la puissance de la machine au service de l'homme pour résoudre des problèmes compliqués, pour faciliter la communication. Ça a été dit ce matin, encore une fois. Désolé, chers collègues, tous les deux, de vous répéter, hein, mais l'IA, c'est fait pour faire des systèmes communiquants. Un homme, une machine, une prise de décision commune, une augmentation de l'intelligence globale par cette communication. Mais, par ailleurs, on a loin d'avoir terminé. Hein. Les journalistes n'ont peut-être pas tous complètement compris ça. Et les laboratoires continuent à travailler sur l'apprentissage. On n'a pas tout compris, et de loin. On parle maintenant beaucoup de l'apprentissage par récompense. Ça, c'est un apprentissage typique de l'être humain également. Hein. On a encore beaucoup à apprendre sur le sujet. Et alors, intéressant, l'apprentissage par récompense se relie au modèle stochastique. Ça va te faire plaisir, hein, puisque les modèles stochastiques sont là. Il y a des aspects éthiques que j'ai évoqués, des aspects politiques qui ont été évoqués beaucoup mieux que moi ce matin. Je pense qu'il faut absolument que le politique prenne ce problème en main, d'abord qu'il le comprenne, ce n'est pas forcément toujours le cas,
qu'ils le comprennent, qu'ils soient bien éduqués sur le sujet. Hein. Cédric Villani est sûrement un cas particulier parmi tous les hommes politiques. Lui, il a compris, c'est déjà pas mal. Et que, donc, les aspects d'emploi, au sens des êtres humains employés à faire des choses, les aspects d'utilisation de ces systèmes doivent être pris en charge, non seulement par les chercheurs, on ne sait pas le métier, mais par les hommes politiques et par la société elle-même. Cela étant, regardez comment on voyait l'an 2000 en l'an 1900. Donc vous aviez un professeur, là on voyait bien que c'était un professeur, qui avait choisi le bon livre à lire. Il avait pris le cancre du jour pour le faire tourner à la manivelle. On avait déjà les écouteurs, et les gamins n'avaient qu'à mettre les écouteurs, et puis le contenu des livres était assimilé par cette machine et passé dans les écouteurs. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Donc qu'est-ce qui se passera en l'an 2100 ? Eh bien moi je ne sais pas. Merci beaucoup. Jean-Paul reste avec nous parce que nous allons faire appel à nos deux fidèles assistantes Agnès et Marlène pour répondre à un feu roulant de questions. Il faut les faire unir tous les deux. Et un peu de lumière, s'il vous plaît. Venez donc. Nos trois intervenants en bouquet final. Allez, la première question. Oui, bonjour. Je suis là. Alors, vous avez parlé à nouveau de la conscience. Et c'était une question que j'avais envie de poser ce matin. L'intelligence artificielle et la conscience. Vous parlez de donner des récompenses aux ordinateurs. Vous parlez de rêve. Donc, est-ce qu'effectivement, il y a une forme de conscience dans l'intelligence artificielle ? Et ce que j'aimerais bien savoir, c'est quelle récompense on peut donner à un système ? Science sans conscience, il n'y a que ruine de l'âme, je veux dire. Non, les systèmes d'intelligence, pour moi, moi je m'attends pour y répondre, un système d'IA n'a pas de conscience. Et ce qui est embêtant, c'est que, encore une fois, j'ai des travaux extrêmement intéressants à différents endroits, à Télécom Paris, au MIT, qui essaient de modéliser cette conscience, mais c'est loin d'être fait. Ce qui trouble un peu les choses, qui perturbe un peu le système, c'est qu'on sait maintenant simuler, faire un système qui a l'air d'être conscient, hein, qui va simuler une émotion, dire des choses qui sembleraient prouver qu'il est conscient, mais ce n'est pas le cas. Alors ça, c'est très embêtant, et ça perturbe un peu la conscience qu'on peut avoir d'un système d'IA. Et aussi le côté, si on reprend la voiture sans chauffeur, alors on nous dit, il y a beaucoup de choses là-dessus, oui, mais alors comment une voiture sans chauffeur, elle n'a pas de conscience, donc sur un passage clouté, s'il voit une vieille personne ou qui ne marche pas vite, ou une maman avec un bébé dans un landau, si les circonstances sont telles que l'un des deux va être écrasé, lequel choisir ? Lequel va choisir le système puisqu'il n'a pas de conscience ? Bon, alors, il y a tout un projet au MIT, je ne sais pas si vous connaissez ce projet-là, il est un projet sur d'essayer de donner à une voiture sans chauffeur, non pas une conscience, mais la capacité de choisir entre la maman et son bébé ou la grand-mère. Bon. C'est en cours. Mais bon, moi, je vous avouerai que ce n'est pas ce qui me passionne le plus en intelligence artificielle, sincèrement. Non, juste pour ajouter un exemple, parce que je le trouve particulièrement intéressant, et effectivement, et vous l'avez très bien dit, c'est de la simulation. Il y a eu un projet qui a été mené par une ONG qui s'appelle Terre des Hommes en Suisse, qui a simulé une petite fille à l'écran, d'origine asiatique, pour chasser
sur les réseaux du Darknet et les réseaux Internet de pédophiles, les prédateurs sexuels. Ils en ont arrêté plus d'1 millier, si mes souvenirs sont bons. Ils ont réussi, donc c'était à la fois un échange verbal et chat, et ils ont réussi à faire en sorte que le robot, la machine, qui avait un peu comme on a dans les films quand on fait des images de synthèse, donc il y avait un visage de petite fille et qui simulait, par rapport à des questions, des commentaires, un ensemble d'émotions. Mais c'était totalement programmé, c'est-à-dire que ce n'était pas une conscience de la machine, mais simplement quelque chose de programmé, donc un compliment de la part de la personne du côté de l'écran faisait en sorte qu'il y avait une réponse à la fois dans l'expression du visage et dans les termes des messages échangés qui pouvaient faire croire justement à une vraie personne et avec tout ce que ça comporte. Mais c'est totalement programmé, simulé, c'est vraiment de la simulation, c'est pas une conscience en tant que telle. Voilà. Donc c'est un exemple que je trouve très intéressant parce qu'il a vraiment eu un impact assez fort. En fait, ce matin, c'est peut-être une erreur. J'ai eu la question plusieurs fois, l'histoire de la récompense. Du coup, il y a des gens qui m'ont demandé est-ce que vous donnez des bonbons ou des gâteaux à la machine. En fait, non. C'est juste de lui dire, c'est ce qu'on appelle, quand la machine elle apprend, c'est l'apprentissage dirigé ou pas dirigé. Dirigé, c'est lui dire t'as raison, t'as pas raison. C'est juste oui, non, faux, vrai, c'est tout. La machine se contente de ça pour être contente. On lui dit t'as eu raison, t'as pas eu raison. Donc elle retient le chemin qu'elle a fait. En gros, l'image, c'est que vous lui demandez de reconnaître des chats, par exemple. Au début, la machine va reconnaître des formes, des ronds, des triangles, etc. Donc après, elle dit c'est un chat. Ah bah non, c'est un chat. Ah non, c'était un chat. Bah, pourquoi? Parce qu'un chat, on va dire, c'est rond. Ensuite, il y a des triangles. Ensuite, il y a des moustaches. S'il n'y a pas les triangles sur les oreilles, c'est peut-être un teckel. Donc voilà. Donc c'est ce genre de truc. Au début, la machine reconnaît simplement des formes, elle reconnaît des triangles, des machins. Et à la fin, vous dites à chaque fois oui, tu as raison, non, tu n'as pas raison. Donc elle retient le chemin. Et comme elle fait ça 3 millions de fois plus vite que nous, bah, très vite, elle apprend bien plus vite qu'un gamin nourrisson. Donc, oui, la récompense, c'est juste oui, non. Ensuite, sur l'histoire de la conscience, moi, il y a 2 séries que je trouve assez chouettes là-dessus. C'est Human Robot, U-Bot. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une série, je crois, suédoise, où on voit des U-Bots, des Human Robots, qui ont une capacité de montrer des émotions, enfin, en apparence, tout ça. Puis à la fin, on devient amoureux un peu des personnages et on finit par savoir où est la machine, etc. Et la série a pour objectif de vous mettre en face de votre réaction face aux machines. Donc ce matin, j'en ai pas parlé, mais Laurence Duvillers, qui est l'une de nos amies Crapod, qui est spécialiste de cette question, travaille, elle, sur l'empathie. Donc c'est, on va dire, les émotions et l'empathie. Et après, il y a le stade au-delà, qui est la conscience. Donc déjà, sur l'émotion, effectivement, la machine, elle a juste plein de données. Elle sait, par exemple, quand vous êtes en colère, vous êtes rouge, vous dites des jurons, vous avez une posture comme ça, etc. La machine, c'est juste dire ça, c'est la colère. Donc elle fait semblant d'être en colère. De la même manière qu'elle va faire semblant d'être amoureuse, etc. Donc c'est juste reconnaissance dans une base de données passée d'un comportement qui se définit comme amoureux, en colère, triste, machin. Okay, donc c'est pas comme si la machine a cette émotion. Mais cela dit, ce qui devient très compliqué, c'est qu'ils utilisent ça, par exemple, pour les logiciels de recrutement en RH maintenant. Donc ils ont une machine qui est là, qui va voir passer quelqu'un, et la machine va devenir très fine, sentir une perception au niveau de la peau, la chaleur, etc. Sentir que vous êtes énervé, inquiet. Voilà, donc ça veut dire que la machine est capable de détecter des tas de trucs. Est-ce que pour autant elle éprouve la chose? Certainement pas, mais elle fait comme si. Alors après, vous allez me dire quelle différence entre un psychopathe qui est autiste ou qui est machin, etc., et une machine. Donc ça pose plein de questions sur la limite entre l'homme et la machine. Donc ce que dit simplement pour l'instant le groupe de travail de Laurent, c'est que on sait que ces machines ont une capacité de détection bien supérieure à notre capacité à nous. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si on est conscient que c'est une machine qui te dit celui-là tu le prends pas, tu le recrutes pas, c'est la machine qui te dit ça, mais toi, en tant qu'humain, tu peux encore décider. Il ne faut pas laisser la machine faire la chose à notre place. Le vrai danger, c'est quand la machine décide à notre place. Voilà. Et puis alors, la conscience, c'est encore autre chose. Ce matin, j'ai montré une photo de Google Dreams. C'était un algorithme. C'était l'idée de se dire, est-ce qu'une machine peut rêver? Mais qu'est-ce que c'est qu'un rêve? Si ce n'est de reprendre des idées dans le passé, vous avez eu des prototypes. Les chercheurs en anthropologie disent que le rêve, c'est un prototype de quelque chose qui a été vécu par vous ou par vos ancêtres. Barbara Glosgeski, qui est aussi une crapaude folle, a beaucoup travaillé sur ces questions avec les aborigènes. Et elle dit que chaque fois que vous avez un rêve et que quelque chose ressort dans la nuit, c'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a eu un prototype de quelque chose transmis par vos parents, par vos émotions, etc. Donc ça vient jamais par hasard. Donc le rêve n'est pas un truc qui sort ex nihilo. Et à partir de là, les machines vont commencer à travailler sur des... Voilà. C'est juste pour dire que de émotion, affect, conscience et rêve, il y a différentes gradations. La machine simplement simule ce qui semble être humain, mais elle n'est pas un simulateur. Ouais.
Pour revenir sur l'aspect émotion, on sait faire maintenant des systèmes, je vous parlais de Laurence qui était au LIMSI, je ne sais pas si elle est encore, on sait faire simplement, à partir de la voix, de détecter l'état émotif d'une personne. Alors les opérateurs de téléphone sont très, très intéressés parce que quand quelqu'un décroche son téléphone parce que ça fait 8 jours qu'il n'arrive plus à avoir, qu'il n'a plus d'internet ou que le débit n'est pas bon, donc s'il y a un système qui est capable de dire attention, ce gars-là, tu ferais mieux de lui donner un opérateur ou une opératrice comme tu veux, qui a une voix assez calme, mais ne lui donne pas un système automatique parce qu'il est déjà suffisamment énervé comme ça. Donc ça existe actuellement. Hein. C'est bon? Oui. Non, c'est ici. De l'autre côté. C'est ici. Excusez-moi. Bonjour. C'est simplement pour savoir, avec toutes ces nouvelles technologies, est-ce qu'on n'est pas en train d'externaliser nos compétences? C'est-à-dire notre mémoire, plein de choses qui nous faisaient évoluer. Et est-ce que la plus grosse incidence, c'est pas sur notre vécu, mais sur ce qu'on va devenir? C'est-à-dire, par exemple, moi, au niveau de la mémoire, maintenant, on n'a plus besoin puisqu'on sait qu'on peut l'avoir à côté, quoi. C'est ça l'incidence. J'aimerais savoir votre point de vue là-dessus. Non, je vais juste tenter une réponse. Alors, il y a peut-être deux dimensions. La première, c'est qu'on a déjà externalisé plein de choses. Notre déplacement, quand on a une voiture, un vélo, une moto, etc. On a externalisé notre nourriture, puisqu'on ne la fabrique plus nous-mêmes, on ne fait plus pousser quoi que ce soit. Donc, en fait, la question des technologies, elle arrive, je dirais, à chaque époque. C'est-à-dire, dès qu'il y a une nouvelle technologie qui arrive, on l'interroge. Ce qui est légitime et, je pense, absolument sain. On l'interroge sur son point de vue personnel, sur le point de vue éthique, sur le point de vue politique, sur le point de vue économique. Enfin, on en a parlé, les emplois, etc. Donc, on va questionner cette nouvelle technologie, on va continuer à la questionner, et ça, c'est sain et c'est extrêmement important, parce que si on veut en faire quelque chose qui sert l'humain et non pas qu'il le dessert ou qu'il soit plutôt positif que négatif, mais ça c'est des questions, je dirais, de débat public, de choix personnels, c'est important qu'on ait ces logiques-là. Et souvent, en général, moi quand je reçois cette question-là, après, en général, la question suivante, c'est le transhumanisme. Alors, effectivement, le transhumanisme, c'est une question, pareil, qu'il faut questionner. Il faut questionner le fait de remplacer un organe, de remplacer un bras, etc. Alors aujourd'hui, on accepte volontiers de remplacer une jambe, un bras, etc. C'est assez acquis. Je pense que ça, c'est la première, c'est une des plus anciennes formes de transhumanisme. C'est quelque part nos yeux sont défaillants, donc on y ajoute. D'ailleurs, elles sont absolument dégoûtantes, mais on y ajoute une sorte de prothèse qui va permettre de mieux voir. Alors évidemment, c'est là que je reboucle un peu enfin en tout cas moi ma réflexion, c'est de dire voilà, il faut interroger ces questions-là. On a été capable d'accepter les lunettes, d'accepter une prothèse d'une partie du corps, même des prothèses implantables. Mais il faut continuer à les questionner pour pas que demain on soit comme dans certaines séries. Alors je crois que c'était un épisode de Black Mirror où à la fin, ou même John Cadick, je crois, qui avait fait Alter Carbone, et qui globalement on a la possibilité de mettre notre esprit, notre intelligence sur le cloud et de changer de corps à volonté. Alors, je trouve que ces gens-là font un travail salutaire, parce que la science-fiction, c'est quand même une manière de penser hier, aujourd'hui, et d'essayer de se projeter avec les technologies dans l'avenir, et donc d'interroger ces questions-là. Et je trouve que ce soit par l'art, quelles que soient ses formes, même jusqu'aux rêves de Google ou aux œuvres d'art faites par Google, que ce soit par le cinéma, ou simplement des journées comme aujourd'hui, où on peut justement s'interroger et challenger, mettre au défi ces technologies, je trouve que c'est fantastique. Maintenant, moi, je suis plutôt enthousiaste sur les technologies. Je pense qu'elles peuvent apporter beaucoup de choses positives, mais ça va être à nous d'en faire quelque chose de positif. Bon, ça fait 3 fois qu'on le dit, mais je crois que c'est bien, il faut le dire. C'est vraiment à nous, à vous tous, à nous tous, pas seulement les chercheurs, tous les citoyens, les politiques, de décider ce que l'on veut. Bon, sur la question de la technologie, je pense que c'est presque une question, on revient à l'éthique quelque part. C'est une question très individuelle en fait. J'étais en fait fin 2016 avec Cédric Villani à un colloque à Lyon qui s'appelait Homme amélioré, augmenté ou dépassé. Et il y avait donc des anthropologues, il y avait Laurence, il y avait Étienne Klein, enfin plein de scientifiques. Et je me souviens qu'à l'époque j'avais fait l'observation que j'étais la seule personne parmi les 15 personnes qui représentait la société civile.
Et donc, pour moi, la question, c'est finalement de dire améliorer. Donc, on voit bien, c'est toi qui as les lunettes. C'est plutôt mieux que tu vois bien que rien du tout. Augmenter, c'est. Augmenter, c'est. On voit bien qu'on va se couper une jambe pour mettre des prothèses et courir plus vite. On a plein d'exemples de champions olympiques maintenant et des gens qui songent à se faire augmenter pour gagner des compétitions, etc. Et dépasser, ben voilà, c'est tout le reste. Donc, pour moi, la réponse finalement tient à peut-être 2 ou 3 critères très simples. La première, c'est la question de à quoi ça sert tout ça. À quoi bon s'augmenter si c'est pour se faire dépasser ou ne plus être maître. Donc on tombe dans la dépendance après. Donc il y a une question d'abord de augmenter pour être dépendant et tout ça, ça nous mène à quoi? Donc c'est une question individuelle. Est-ce qu'on est encore en maîtrise? Moi, quand je vois des gamins qui sont le nez sur leur écran alors qu'ils sont face à la mer, ils sont incapables d'aller courir, d'ouvrir la nature, ils ne savent même plus, pour eux l'électricité ça sort du mur et le jambon bah, c'est des trucs roses en tranches et les poires ça sort des boîtes de conserve. Je me dis il y a un problème. De la même manière, vous prenez des gamins dans un centre, vous l'emmenez dans un centre d'épuration, par exemple, qui voient ce que c'est que les toilettes. Parce que pour eux, les toilettes, les chiottes, les déchets, ça part par les poubelles et ça part par les chiottes. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, il y a un premier point, c'est quel est le contact qu'on a encore avec sa nature humaine. Question très individuelle. Et la seconde, toujours la même, je parlais de Robin des Bois tout à l'heure avec David Lee. Moi, ce qui me gêne avec tout ça, c'est que c'est toujours les mêmes, les happy few, les 2%, qui vont profiter de tout ça, pendant que les 80% restants vont patauger en pensant que le nec plus ultra, c'est d'avoir toujours ce truc en plus. Donc les iPhones à 600 €. Je suis désolée pour ceux qui ont des iPhones, hein, mais franchement, je trouve ça pas normal qu'on paye 600 balles un truc qu'on peut obtenir pour beaucoup moins. C'est cette question de la dépendance. Donc, pour moi, peut-être plus cher. Donc c'est toujours la première question, c'est quel est votre rapport à la nature, à la vie, à la maladie et à la mort? Et je ne crois pas que les prothèses nous sauveront de ça, y compris tous ces gens qui s'envoient leur cerveau dans l'esprit, dans le cloud. Je pense que c'est une manière de mourir encore plus vite. Et la seconde chose, vous avez remarqué comment moi je suis sapée, je préfère vraiment aller passer du temps dans la nature et retrouver un contact humain avec des personnes et des éléments et la nature, le froid, etc. Et la seconde chose, c'est vraiment toujours la question de l'équité. C'est pas équitable. L'histoire de l'homme augmenté n'est pas équitable du tout. C'est la dernière invention des GAFAM pour nous vendre plus de choses et en plus vous utilisez les datas pour faire dessus tout ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est difficile de mettre J'allais lui dire merci, oui, c'est exactement ça. C'est difficile de mettre la barre. Vous avez peut-être vu dans un des derniers Rotary Mag que mon district, on parle du district, sous mon gouvernorat, avait donné des lames de course à des enfants qui ont été handicapés soit d'une moitié d'une jambe complète. Et ça permet à ces enfants de faire, soit de courir pour le plaisir, soit de participer à des compétitions. Ça, c'est vraiment... Là, on voit bien l'augmentation. On voit bien que c'est une décision personnelle. Vous avez des gamins qui voulaient absolument faire ça pour pouvoir ensuite faire de la compétition, d'autres simplement pour le plaisir de courir pour eux, mais la décision est personnelle. Et malheureusement, je crois qu'il ne faut pas aller au-delà, mais bon, la lame de course, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Où mettre la barre, où s'arrêter? Il y aura des augmentations qui seront des augmentations d'intelligence artificielle. Où est-ce qu'on les arrête? Là, je ne sais pas répondre. Oui, bonjour. Marie Béranger, club Cré Vallée de la Drôme. Je vous interroge sur une question simple, le codage. On apprend que les jeunes enfants à l'école primaire apprennent le codage. Pour vous, est-ce un danger ou un progrès? Voilà. Merci, effectivement, c'est une question très intéressante. Moi, je pense que c'est un progrès. Pour plusieurs raisons. C'est déjà, plus on apprend une langue étrangère jeune, plus on sera sûr de la maîtriser. Le code, c'est comme les mathématiques. Les mathématiques, c'est sans doute la langue la plus universelle qu'on ait aujourd'hui. Le code, je pense, va devenir... Enfin, les langues informatiques vont devenir des langues de plus en plus universelles. Et les assimiler jeunes, c'est bien, à mon sens. C'est bien pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce sera toujours utile. C'est toujours utile de savoir un peu coder pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que ça permet de savoir comment fonctionnent les machines qu'on va utiliser. Donc de se donner finalement, de ne pas aveuglément utiliser une machine sans savoir comment elle fonctionne et sans savoir ce que ça implique. Voilà, c'est être capable de l'apprivoiser et de maîtriser la connaissance qu'on va échanger et de trouver la bonne connaissance. Mais c'est aussi pouvoir développer des outils tout bêtes. Moi, je me souviens, alors quand j'étais en
au Cambodge, un jour, on devait travailler sur un sujet. Alors, j'avais plein de feuilles Excel d'impact dans tous les sens. Et globalement, à l'habituel, les équipes locales prenaient toutes les feuilles, imprimaient tout, et on faisait les calculs à la main. Et ça prenait globalement 3-4 jours pour faire le rapport d'impact. Tout bêtement, moi, j'ai fait un petit script, tout bête, qui va chercher dans les bases de données les différentes informations et qui les, au fur et à mesure qu'elles sont rentrées, et donc qui va faire une sorte de tableau de bord dans lequel tout va venir être compilé. Alors là, on veut une moyenne, là, on veut le minimum, le maximum. Enfin, c'est des petites stats toutes bêtes. Mais le fait d'avoir pu coder ce petit script, c'est-à-dire ce petit bout de code automatique qui va aller chercher l'information et la restituer et faire ses calculs entre-temps, tous les 3 mois, on a gagné quelques jours de travail. Donc, qui est quand même un travail fastidieux, etc., et qui n'est pas forcément quelque chose à forte valeur ajoutée. Ce qui est plus à forte valeur ajoutée, c'est de comprendre ce qu'il y a dans les informations et de voir comment on va pouvoir améliorer l'action sociale qu'on a, améliorer le système, etc. Donc, on a gagné ces jours-là, et de ces jours-là, on en a fait autre chose, c'est-à-dire qu'on a essayé de voir comment, à partir de ces informations, on allait pouvoir avoir plus d'impact, améliorer l'action sociale qu'on avait. Et du coup, on a fait des réunions, des sortes de brainstorming, etc. Et ça a fait sortir des idées fantastiques qu'on n'aurait jamais eu le temps de faire sortir si on avait dû continuer à faire ça à la main. Donc du coup, apprendre dès son plus jeune âge à coder comment fonctionnent les machines, c'est garantir aussi, non seulement on parlait tout à l'heure de choix individuels, faisons-les en bonne connaissance de cause. Et moi, je trouve que c'est intéressant. Et en fait, j'aurais même envie de vous inviter tous à aller, tous ici dans cette salle, à aller sur le site du Zéro, qui s'appelle maintenant Open Classroom, où vous allez pouvoir apprendre le HTML, la CSS, donc ça peut faire des sites internet, le Python, etc., gratuitement, avec des tutoriels extrêmement simples, pour au moins comprendre comment ça fonctionne. Et je trouve que en plus, c'est une mécanique de pensée, le code informatique, qui est extrêmement intéressante. Donc ça va vraiment pouvoir aussi vous permettre même de voir le monde différemment. Donc moi, je suis très favorable à cette idée-là. Voilà. D'autant plus que les langages de programmation ont beaucoup évolué et que maintenant, ils ont quand même un niveau qui est beaucoup plus agréable à utiliser. C'est infiniment plus intelligent que ce qui a été fait il y a, je ne sais pas combien de temps, 30 ans, où on avait doté les écoles primaires d'ordinateurs, de micro-ordinateurs TO7. Moi, j'ai un cousin qui était instituteur, il m'a dit, écoute, moi, le téléviseur, il m'intéresse, l'ordinateur restera dans l'armoire. Et il n'avait pas tort, parce que de toute façon, on leur donnait ces machines comme étant la panacée universelle, alors qu'on ne parlait même pas de programmation. Ce n'est pas le tout de donner une machine, c'est plutôt apprendre à programmer qui est important. Moi, je vais effectivement rebondir là-dessus. Pour moi, il y a 2 réponses à votre question. La première, personnellement, je trouve que c'est un peu dommage qu'on impose à tous les gamins de faire du codage. Peut-être qu'il y a une autre manière que de leur laisser le choix entre différents modules pour qu'ils choisissent celui sur lequel ils vont se spécialiser. Et pour moi, le codage, il est partout. Ça, c'est la deuxième réponse. C'est que pour moi, quelqu'un qui est capable de faire une paella impeccable de A à Z, c'est une forme de codage. Elle connaît, c'est un algorithme, elle connaît, et ensuite, avec l'expérience, elle sait qu'il faut mettre un peu plus de safran à ce moment-là, ou je sais pas quoi, tout ça. De la même manière, il y a le codage, c'est aussi les gens qui font la permaculture, qui connaissent. Là, on travaille avec l'Institut Vavilov à Lyon. C'est 450 000 espèces qui sont stockées dans une banque en Russie. Et ce gars a des vieilles espèces qui ont disparu. Lui, il a un codage très particulier qui est de type, il connaît les plantes, et après, il faut trouver où est-ce qu'on peut les planter pour que ça marche. Donc pour moi, l'allégorie du codage, c'est plutôt de pousser les gamins à aller jusqu'au bout d'une maîtrise de quelque chose. C'est l'histoire d'avoir un super pouvoir. Dire, tu peux devenir le X-Men qui fait le feu, celui qui vole, celui qui fait je sais pas tout quoi. Je m'en fous, tu fais ce que tu veux, mais tu fais un truc jusqu'au bout. Et l'intérêt du codage de l'algorithme, c'est de dire, si tu apprends ton algorithme, tu sais qu'à la sortie, tu as ça. Tu démarres avec ça, tu codes, tu crées, et à la fin, tu sais le résultat. Et si tu ne sais pas, tu demandes aux gens qui vont t'aider à corriger ton code. C'est cet esprit-là que moi je trouve qui est important dans le codage. Du coup, j'ai plutôt envie de dire, ça serait bien qu'à l'école, tous les gamins puissent choisir le module qui correspond à leurs inclinations, le dessin, la peinture. Quelqu'un m'a posé la question sur la philo, très intéressant aussi, etc. Il y a plein de disciplines. C'est juste l'éthique du hacker que je trouve qu'on devrait filer à tous les gamins. Je peux hacker ce problème. Ça ne marche pas, je vais le trouver. Voilà, et c'est ça que je trouve qu'on devrait apprendre à l'école. Donc ça peut être du codage algorithmique, ça peut être du codage cuisinier ou autre. Moi, j'aimerais bien que l'école fonctionne comme ça. Ah. Oui, rebonjour. Alors j'ai une question, je ne sais pas si c'est un fake ou si c'est virtuel. J'ai regardé sur YouTube, il y a des programmes de la BBC où il y a un ordinateur qui viendrait de la péninsule arabique, un robot qui s'appellerait Sophie.
ça, je ne sais pas si c'est du montage, du virtuel, je n'ai jamais vu en vrai, donc voilà, qui a la citoyenneté, qui a la citoyenneté du pays d'où elle vient. Il y a un programme virtuel qui a la citoyenneté de la ville de je ne sais plus où au Japon, etc. etc. J'ai téléchargé sur mon téléphone les droits des robots et qu'ont mis en place l'Union européenne, je ne sais plus quoi, là, il y a 1 an, 6 mois, un truc comme ça. Donc à partir du moment où une machine et un programme est citoyen de mon pays, est-ce qu'il a le droit d'aller voter ? Et s'il rentre dans mon jardin, comme ce matin, il y avait un chien qui poursuivait mon chat et que je lui mets un coup de batte de baseball, est-ce que je suis accusé de meurtre ? Je schématise, mais c'est ça. Bon, très rapidement sur la question, c'est une slide que j'avais dans ma présentation, mais que je n'ai pas mise ce matin, c'est l'histoire des robots Android. Donc Sophia, c'est du n'importe quoi. Des pays arabes qui ont effectivement produit une nana dont on voit bien sur le sommet, il lui manque la peau. Donc on voit Sophia. Et en fait, c'était un sommet sur l'intelligence, je ne sais pas quoi. Et en fait, les États arabes unis, ou l'Arabie saoudite, je crois, qui déjà ne donnent même pas le droit aux femmes de se déplacer non voilées, ont sorti ce truc en disant on est très fiers de dire que cette personne a l'identité juridique. Donc évidemment, Laurence de Villers me dit mais c'est une horreur, c'est du n'importe quoi, c'est du foutage de gueule. Parce qu'en plus, les femmes là-bas, elles n'ont même pas le droit de conduire. Enfin, maintenant, elles ont le droit de conduire. Donc ça, c'est du foutage de gueule, honnêtement. Ensuite, sur l'histoire du droit des robots, c'est vrai que la question se pose. Il y a une série qui s'appelle Westworld. Et on en parlait avec pas mal de spécialistes, dont Laurence. La question, c'est qu'à partir du moment où le robot commence à ressembler à un humain et qu'on laisse les gens faire n'importe quoi parce qu'ils ont racheté la machine, donc dans le cas de Westworld, qui est une série Netflix qui est vraiment bien foutue, ils ont le droit, en gros, vous payez un droit, vous allez sur une espèce de grand Disneyland, vous faites ce que vous voulez avec les robots. Vous les tuez, vous les violez, machin, tout ça. Enfin, en tout cas, le message, c'est que si on commence à faire n'importe quoi avec ces robots qui ressemblent à des humains, qu'est-ce qui vous empêche demain de faire pareil avec les humains en réel, d'entretenir en fait des psychopathes en série. Et donc c'est pour ça qu'une série de gens qui bossent sur les robots disent qu'il faut donner la personnalité juridique aux robots pour éviter que les humains achètent des robots sexuels et tout ça qui sont des machines, et ensuite ils fassent n'importe quoi avec. Et dans l'autre côté, il y a aussi l'histoire du petit chien. En Chine, en Japon, il y a plein de robots super sympas qui coûtent une blinde, et du coup les personnes âgées, ils ont ce genre de trucs. Puis quand la machine tombe en panne, ils ne veulent pas qu'on la détruise. Ils disent « Ah ben non, c'est mon petit chien ». Du coup, ça devient un vrai problème parce que la personne fait une crise de nerfs quand vous prenez le petit chien pour le foutre à la ferraille. Donc du coup, ces gens-là militent aussi pour avoir une reconnaissance de l'animal, quoi. Donc tout ça, c'est pour vous dire que je pense qu'on est dans un espèce de délire qui quand même n'est pas très très important, c'est encore très limité. Hein. Mais sur la vraie question de fond, c'est quand les robots ressembleront de plus en plus aux humains, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux dérives possibles des humains qui vont s'y attacher, faire n'importe quoi avec, par rapport à l'éducation qu'on donne à nos enfants et en fait à tous les gens qui vont se reporter sur ces machines à défaut d'avoir un humain en face. Les humains vont ressembler aux robots. Oui, et inversement, si les humains commencent à ressembler aux robots avec le transhumanisme, on va plus savoir. Les deux dernières questions. C'est là. Ici. Bonjour, du coup, moi, je m'appelle Lucas Mascle et je suis étudiant. Et j'avais une question par rapport à un sujet qui est très traité dans les films de science-fiction, c'est-à-dire les dangers de l'intelligence artificielle. Et je me demandais, avec la recherche de l'amélioration toujours de l'intelligence artificielle, comme on l'a vu, qui battent des humains très doués dans leur domaine, quels pourraient être les risques si vraiment, par exemple, on code des intelligences artificielles qui sont par exemple capables de s'éteindre toutes seules, d'empêcher les interactions qu'on fait avec elles. Et donc quels peuvent être les risques de ça? Et est-ce qu'il existe déjà des mesures qui sont prises pour éviter justement d'en arriver à... je ne sais pas si vous avez vu Avengers, mais c'est une intelligence artificielle... c'est Avengers ça. Une intelligence artificielle qui combat les héros. Et est-ce qu'il existe déjà des mesures pour ne pas en arriver à là? J'ai du mal à vous répondre, parce que si vous venez dans notre laboratoire à Nancy, vous verrez des dizaines de robots, et les chercheurs ne se posent pas ces questions, parce que on est quand même tellement loin de robots vraiment intelligents, capables de prendre des décisions, etc., que c'est pas d'actualité. Peut-être que mon labo est un mauvais labo, je ne sais pas. Mais dans 20 ans, on en parlera. Mais d'ici là, je crois qu'il faut d'abord
faire des robots qui soient de meilleure qualité, qui aient plus de capacité de prise de décision et de perception. Mais pour l'instant, ce n'est pas un problème pour moi. J'ai peut-être tort, hein, mais c'est tout. Moi, je suis assez d'accord avec vous parce qu'en fait, le truc qui manque aux robots, les robots l'IA dont on parle actuellement, c'est surtout celle qui est dans la connaissance. C'est des choses qui sont sur l'Internet, c'est des choses qui vont réfléchir, qui vont reconnaître des objets, etc. Mais le robot qui bouge, qui est capable de descendre une pente, de remonter, s'il y a de la neige, machin, et on le pousse, il tombe par terre, etc. Donc la proprioception, la coordination des 5 sens, ça ne fonctionne pas. Donc les robots aujourd'hui sont capables de faire des trucs très limités, puis dès qu'ils bougent, on reconnaît que c'est des robots, c'est vraiment des mouvements comme ça, comme ça, comme ça. C'est vraiment extrêmement primaire. Donc le fait de mettre un robot, s'il n'a pas déjà dans sa base de données que quand il y a de la glace, ça glisse, que quand il y a un truc qui tombe, il faut se pousser, etc., c'est juste, d'un point de vue physique, les robots n'y sont pas pour l'instant. Donc là-dessus, moi, j'ai pas trop peur. C'est vraiment ça de la science-fiction, la mauvaise science-fiction, qui vous fait penser que les robots, physiquement, vont vous remplacer demain matin partout. C'est juste qu'ils pilotent mieux certains systèmes, comme des voitures ou comme des drones, etc. Mais remplacer physiquement l'humain dans toutes ces configurations, en réalité, ça, c'est juste pas possible. La seconde considération, elle est purement écologique. C'est qu'aujourd'hui, pour faire tourner une machine qui a l'équivalence d'une puissance de calcul, donc 70 000 neurones de mémoire d'une souris, ça bouffe autant d'énergie qu'une ville de 10 000 habitants. Nous, on a 86 milliards de neurones, donc imaginez avant que ça tourne. Donc je dirais que c'est vrai qu'ils vont être mieux que nous pour plein de choses qui sont des calculs statistiques, etc. Jouer au Go et aux échecs, mais c'est de l'intelligence, on va dire, légère ou faible. Mais l'intelligence profonde, qui est d'être capable de réagir à tout ce qui se passe, par exemple ce qui se passe ici, on aura toujours l'impression que ça ressemble à des humains, mais ce n'est pas le cas. Poussez-le, faites-le glisser, vous verrez qu'il ne va pas être capable de faire grand-chose. Pourtant, il y a des trucs à Stanford, hein. Il tape sur des robots, etc. Mais, donc je pense que cette deuxième partie-là, on n'y est pas encore pour l'instant. Moi non plus, je ne suis pas inquiète. La dernière question. Bonjour. On peut demander au gouverneur, parce qu'on n'en sort plus. Pardon Donc, je m'appelle Guillaume Ratin, je suis étudiant, et à mes yeux, une IA qui joue à 2 à 2 est déjà dotée d'une conscience. J'aimerais avoir votre définition de la conscience. Pour moi, la conscience est le propre des êtres humains et pas des machines. Je trouve que c'est une très bonne réponse. Je rajouterais juste que la conscience, c'est peut-être la capacité à se détacher de la perception. Quand on fait de la méditation vipassana, ce genre de truc, vous avez les sens, les 5 sens, donc ces 5 types de capteurs, hein, on connaît, ça arrive dans un endroit particulier du cerveau. Puis après, il y a un deuxième niveau qui est l'endroit qui traite l'information, qui va faire qu'on va bouger, etc. La conscience, elle est en dehors de ça. Elle est consciente que vous avez faim, elle est consciente que vous avez froid, elle est consciente que je m'emmerde, elle est consciente que ceci, cela. La conscience, c'est quelque chose qui est au-delà de la perception. C'est un état, un méta-état au-dessus de ça. Et quand on fait de l'apnée ou de la méditation, on se met en état où justement on essaie d'atteindre ces gradins pour regarder ce qui se passe en dessous. Donc pour moi, cet état-là, il faudrait que la machine soit capable de se programmer pour sortir de son big data, pour se dire je suis en train de penser ça, je suis en train de calculer ça et je me rends compte que je calcule ça. Et ça, à mon avis, c'est très très compliqué à programmer. Écoutez, je vous remercie parce que nous avons largement débordé. Vous avez de la chance, mes micros ne fonctionnaient pas, vous ne m'entendiez pas quand je disais que c'était la dernière question. Donc nous remercions nos conférenciers.